En 1986, une chaîne de fast-food bien connue s'installe en plein centre-ville de Rome, symbole d'une globalisation croissante dans un monde où tout doit aller toujours plus vite, au détriment du bien vivre et du bien manger. L'événement déclenche un vaste mouvement de protestation qui s'étend dans toute l'Italie. Pour Carlo Petrini, journaliste, activiste et critique gastronomique, le moment est venu d'agir et de promouvoir l'éco-gastronomie. Avec d'autres, ils encouragent les citoyens à prendre conscience de l'importance du goût et de la provenance de la nourriture. Ils créent le mouvement Slow Food. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Consoir intitulé La Dolce Vita. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison. Et pour finir en beauté avec un avant-goût de vacances, on avait envie d'aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la gastronomie italienne. Régulièrement classée dans le top des meilleures cuisines du monde, l'Italie est aussi le berceau du mouvement Slow Food qui animera notre conversation aujourd'hui. Et pour ce faire, nous recevons nos deux experts en gastronomie italienne chez Coca, Marc Lachat, aka Marco Polo, et Matteo Doveri, aka Basilico. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Bonjour. Merci pour l'invite. Jean est aussi parmi nous et je crois que c'est toi qui vas ouvrir le bal des questions. Oui, je commence avec toi, Marc. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton background et nous raconter un peu ton histoire chez Coca ? Alors, volontiers. Alors, en fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique, on va dire, parce que j'ai grandi ici. J'ai grandi pas très loin du QG, derrière la colline qui est juste derrière. Et donc, en fait, j'ai fait des études en sciences sociales, toujours ici à Lausanne, avec une spécialisation en psychologie sociale. Et à la fin de mes études, en fait, j'ai décidé de tout quitter, de quitter la Suisse et de rejoindre l'Italie pour rejoindre une personne qui était très importante, qui est devenue la mère de mes enfants. Et donc, j'ai commencé à construire ma vie en Italie. Et puis, j'avais toujours des contacts avec Coca. Je venais souvent ici pour voir mes amis, ma famille. Et je venais souvent voir Coca parce que je les connaissais depuis le début, depuis leur fondation en fait. Et petit à petit, de fil en aiguille, en discutant avec Pascal, Fabio et puis Mr. Q-Wine à l'époque, est née un peu cette idée d'utiliser le fait qu'il y avait un Suisse francophone qui était en Italie pour essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire dans la recherche de produits. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est parti comme ça un peu par hasard, mais aujourd'hui, on est 8 ans après, on est une équipe de 8 personnes et puis la mission, elle n'a pas changé. C'est toujours l'idée de rechercher des produits et des expériences en Italie pour les apporter aux autres et à la communauté. Ouais. Alors, on voit que d'ailleurs que les produits généralement italiens, que ce soit à consommer ou expérience, fonctionnent très très bien. Est-ce que tu arrives à expliquer un peu cet intérêt de la communauté pour Alors, il faudrait demander aux autres. Mais disons que je crois qu'il faut penser un peu à ce que représente l'Italie dans l'imaginaire collectif. Mm-hmm. Si je vous demande quelle est la première parole qui vous vient à l'esprit quand je parle d'Italie, vous allez sûrement me parler de vacances, vous allez me parler de Dolce Vita justement, c'est pas pour rien que on n'est pas allé chercher très loin, mais c'est représentatif. Mais donc exactement, je pense que c'est ces notions-là qui attirent beaucoup, cette simplicité aussi, cette authenticité qu'on retrouve dans le contact qu'on peut avoir avec les personnes, mais qu'on retrouve aussi dans les produits, dans la simplicité avec lesquels ils sont réalisés. Des produits qui sont souvent créés par des artisans aussi, par des personnes. Ça, c'est une composante aussi très importante. Et donc, je pense que ce qui attire en Italie de manière générale, c'est un peu toute cette image d'authenticité, d'artisanat et je pense aussi de variété. L'Italie aussi, il y a beaucoup de choses à découvrir. On est bien placé pour en parler. Ça fait 8 ans qu'on est là-bas et chaque jour, on s'étonne de trouver des nouveaux petits produits à 360 degrés, pas forcément que dans la gastronomie. Ouais. Et je pense que là, on a aussi un rôle à jouer justement dans le fait d'apporter ces petits produits qui sont souvent des produits de niche à la communauté et de créer un peu ces ponts entre les producteurs et les consommateurs. Ouais. Trop bien, joli projet. Merci. Cool. Et toi, Matteo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui. Tu as fait l'Université des sciences gastronomiques à Pollenzo. Et tu es depuis 2 ans chez Coca ? Oui, 1 an et demi. Oui, volontiers, je me présente. Moi, je suis Matteo, je suis italien.
Et je travaille avec Marc et l'équipe de Coca depuis janvier 2023. Et j'ai étudié à Pollenzo, une université importante pour la gastronomie, pas seulement pour la gastronomie italienne, mais la gastronomie internationale. Et cette université a été fondée par Slow Food en 2004 et j'ai terminé cette étude en 2015. Après mes études, je suis allé à travailler à une école de cuisine Alma, qui c'est une importante cuisine de cuisine italienne à Parma, où je me suis occupé de marketing et d'événements un peu spéciaux. Et après, je suis retourné à travailler chez mon université et dans le bureau des relations extérieures. Et j'ai travaillé là-bas pour 4 années et dans cette période, j'ai fait beaucoup de relations, j'ai approfondi vraiment beaucoup la domaine de la gastronomie et surtout de les networks qui existent avec et tra tous les entreprises, les sociétés, les écoles, les institutions qui sont un peu l'élément distinctif de ma formation. Ouais. Et donc, du coup, cette université, elle a été créée sous l'impulsion de Carlo Petrini, qui est le fondateur de Slow Food, c'est ça? Oui, exactement. Et il y a d'autres formations de ce type. Enfin, j'ai jamais entendu. Enfin, quand tu m'en as parlé la première fois, j'ai jamais entendu parler de master en sciences gastronomiques. Je trouve ça fascinant. Alors, c'est la première et unique université dédiée exclusivement à la gastronomie. Ouais. L'idée de Carlo Petrini et de Slow Food, c'était de construire, de mettre en place une université pour donner à la gastronomie une importance culturelle de la part universitaire, comme un autre domaine, comme l'histoire, la médecine, donner l'importance à la gastronomie de la culture, no? Et pour faire cette université, il a demandé à beaucoup de professeurs importants qui sont occupés de gastronomie dans le domaine de la science, de la sociologie, de l'histoire, de marketing, de la communication, de venir à Pollenzo et faire le premier plan didactique. Il est né en 2004 avec seulement 80 étudiants et maintenant l'université compte presque 2000 étudiants par an. Ah, c'est génial. Et l'université a un cours de 3 ans, un cours, je ne sais pas comment se appelle en France, un bachelor, exactement, en sciences et culture gastronomique, une deuxième master un peu plus spécialisé dans le domaine de le marketing et la communication, que c'est le master que j'ai fait moi-même. Et après, il y a beaucoup d'autres masters de seulement 1 an. La chose qui est un peu différente de cette université est que l'étudiant, il peut aller voir les productions. Ils font vraiment beaucoup de voyages pendant leurs études pour voir avec leurs yeux comment un produit est fait, l'histoire de la production. Et cette chose te laisse vraiment une expérience très importante pour comprendre bien qu'est-ce que c'est la gastronomie en général. Ouais. C'est super intéressant parce que c'est vrai que souvent la gastronomie au niveau universitaire elle est abordée qu'à travers l'histoire. La plupart du temps, c'est des thèses sur l'histoire de la gastronomie, du coup là que ce soit la matière principale. Exactement. Super intéressant. Est-ce que les cursus ils sont en italien ou il y a plusieurs langues? Je n'ai pas compris. Les classes, elles sont en italien ou c'est... Non, les classes sont en anglais. En anglais? Sont tous en anglais et l'université c'est une université internationale. Presque 40% sont italiennes et les autres proviennent de plus de 70 pays, asiatiques, Afrique, Europe. Et une chose jolie, c'est que cette université, c'est une université privée. Il coûte un peu, mais la chose jolie est que les 10% de l'étudiant qui vont étudier à Pollenzo a une bourse d'études et comme ça la communauté de Pollenzo est vraiment représentative du monde entier. Okay. Ils peuvent venir étudier aussi des personnes des pays plus pauvres et l'idée c'est que ces personnes peuvent retourner dans ce pays et faire des projets entrepreneuriaux pour faire des choses un peu de nouveauté dans leur pays. Ouais, et devenir un peu ambassadeur slow food aussi, c'est ça, hein?
Et est-ce que du coup, on n'a pas vraiment encore trop parlé de ce mouvement slow food, comment il s'est créé? Bon, on l'a dit un petit peu en intro, mais est-ce que toi, tu peux nous en parler un tout petit peu, Carlo Petrini? Volentieri. Alors, Carlo Petrini est le fondateur de Slow Food et le président de l'Université de sciences gastronomiques. Slow Food est né à Bra, qui c'est une petite ville dans le Piémont, en 1986. Et il est devenu un mouvement international à Paris en 1989 avec la présentation de le manifeste de Slow Food. Le premier Slow Food, c'est un mouvement qu'ils veulent protéger et souligner l'importance de le droit au plaisir dans une société où la vitesse, où la globalisation, où la standardisation des goûts aussi. Les goûts, il courait vite. Alors, Carlo Petrini, avec des autres, il a pensé, non, la convivialité, l'être à manger ensemble, un bon produit, c'est une chose trop importante. Et alors, il a commencé à parler de ce droit au plaisir. Mais ça, c'était parce que du coup, il y a quand même un moment fondateur quand un McDo s'installe en plein centre-ville de Rome et que du coup, ça crée un espèce de mouvement en Italie. Ben oui, c'est le point fondateur. C'est un mouvement politique. Ouais. Carlo a pensé pas d'aller à faire la bataille dans les barricades, dans les routes, avec des manifestations un peu violentes, mais a pensé de faire une transformation culturelle avec la nourriture. La nourriture, c'est seulement un exemple très concret avec nous pouvons faire des batailles justes et d'éthique. Ouais. Et en effet, Slow Food, de la première heure, il n'existe plus parce que pendant les années 2000, toute la préoccupation liée à l'écologie, à les problèmes ambientaux, Slow Food, c'est plus aller vers une promotion de toutes les choses qui font bien à la planète, à l'environnement. Ouais, donc ça s'est élargi aujourd'hui. On ne parle plus que de gastronomie, mais de... Si, la gastronomie, c'est toujours un moyen pour parler et des problèmes. Et peut-être un peu moins politisé, un peu moins réactionnaire. Mais j'ai vu que la charte, était passée du droit au bien-être, c'est plus ça la première charte du coup de 89, et du coup la seconde qui est dans les années 2000 passe sur un côté beaucoup plus éthique et de respect et des gens et des producteurs et des peuples à travers toujours la gastronomie. Exactement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin des années 80, pour l'Italie, c'était choquant de voir arriver le fast-food. Ça touchait à quelque chose d'hyper important pour les Italiens. Et ça touchait aussi au côté identitaire. C'était une question follow-up. Pourquoi, à votre avis, le mouvement est né en Italie? On va laisser Marc. Vas-y. Oui, je pense justement que c'est lié, tout est lié. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comprendre d'où vient aussi cette gastronomie italienne. Déjà, c'est difficile de la généraliser. Et il y a une raison pour cela, c'est que, on le disait un petit peu avant aussi, c'est la variété. La variété, elle vient de quelque part. Elle vient... il y a plusieurs paramètres, mais je pense que c'est beaucoup lié à la géographie aussi. Il faut voir comment est constitué le pays. Ouais. C'est quoi un pays qui est longitudinal, donc qui est hyper long, qui passe du nord au sud et qui a des variétés de climat déjà qui sont impressionnantes. On part du Mont Blanc à 4800 mètres et on arrive à Lampedusa au sud, on est à un peu plus de 100 km de l'Afrique. Donc, c'est assez impressionnant. On a des Alpes, on a une plaine, toute la plaine qui est au sud de Milan, la plaine du Pô, qui a un climat et un sol aussi. L'aspect du sol, du terrain est fondamental aussi pour l'agriculture, pour savoir ce qu'on va pouvoir cultiver et pour savoir quels produits vont sortir aussi de ces zones. C'est des micro-zones qui donnent naissance à des climats particuliers avec des terrains particuliers et qui changent beaucoup du nord au sud. Il n'y a pas seulement les plaines, il y a les collines, il y a toute la chaîne des Apennins qui descend du nord au sud aussi. Il y a plus de 7000 km de côte en Italie, donc l'aspect mer est hyper important.
c'est pas très large en plus, passer de la côte ouest à la côte est. Oui, c'est rapide. Ouais, donc tu exactement, mais as il y a toute quand une même- il y a variété, quand même mais des c'est qui collines. reste accessible à tout le monde. En fait. Exactement. Les Pouilles aussi, c'est un climat qui est hyper particulier. Il y a des terres qui sont hyper riches en oxyde de fer, donc qui permettent aussi de cultiver les oliviers, de faire du vin. Mhm. En Sicile, on a des terres qui sont des terres volcaniques, qui sont hyper fertiles, qui vont aller très bien pour cultiver des agrumes, on le sait bien. Donc c'est un peu toute cette variété géologique, de terrain, de relief qui vont permettre de créer des produits qui sont différents, qui sont très différents, mais qui sont hyper locaux. Mhm. Et ça naît de là, au fait. Enfin, elles naissent de là, les spécialités italiennes. Hein. Ouais. C'est lié à ça beaucoup, je pense. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a un attachement au terroir qui est plus présent en Italie que dans d'autres pays européens, par exemple, qui a vraiment aidé à déclencher le mouvement slow food, ouais. même si maintenant il y en a dans beaucoup de pays. Hein. Oui, mais C'est c'est que pas ça- anodin, à mon avis, que ce mouvement-là, qui est aujourd'hui un mouvement international, soit né en Italie. Bah oui. Et c'est pas anodin non plus que c'est la seule au monde, en fait, l'université. Sì, C'est la seule université des sciences gastronomiques au monde, elle est en Italie. C'est quoi. clair, mais je pense que ça vient justement de cette richesse de la biodiversité. Parce que de la biodiversité qui est encore une fois très locale, on en crée des produits et puis les produits après, ils deviennent la fierté d'une population, encore une fois très locale, et naissent des recettes et naît après la gastronomie et la spécialité locale. Donc c'est pour ça que dans ce contexte-là, voir arriver un fast-food, une culture fast-food, c'était choquant. Et slow food, c'est né comme ça en fait, en réaction. Mais du coup, ouais, on est quand même dans un pays où la gastronomie italienne est considérée comme l'une des meilleures au monde. Et régulièrement votée par des sur Internet. Voilà. Et je me demandais juste, si vous pensez que c'est cette attention portée à la qualité des produits et à toutes ces spécificités régionales qui font que cette gastronomie, elle est aussi présente aujourd'hui sur la scène. La gastronomie italienne est aussi présente sur la scène gastronomique internationale. Est-ce que, après, je pense qu'il y a aussi d'autres pays qui ont un attachement profond à la qualité de leurs produits, mais il y a quand même quelque chose avec l'Italie. Géologie, c'est clair, mais est-ce que du coup, dans la culture aussi, c'est très présent quoi. Si, la chose que je pense que c'est très différent, je sais pas, entre la France, par exemple, ouais, voilà, c'est que ça m'intéresse. nous n'avons pas une cuisine canonisée, une cuisine italienne canonisée. C'est-à-dire Avec une standardisée, que les recettes sont les grandes recettes italiennes. Il n'existe pas une cuisine italienne de nord au sud. Cioè, les plats changent de 50 km au 50 km. Ce sont recettes très locales, comme a dit Marc. La culture, la géographie et la biodiversité de végétation, des races animales, des céréales, etc., ils font la cuisine italienne, qui est faite de matières premières. Ok. Puis je pense qu'il y a un paramètre aussi qui a été fondamental dans cette connaissance et cette divulgation de la culture culinaire italienne, qui a été la migration. Parce que le fait de pouvoir faire connaître la cuisine italienne et les ingrédients et les recettes italiennes dans le monde entier, la migration a permis, grâce à toutes les personnes qui partaient d'Italie et qui allaient vivre dans d'autres pays, d'amener cette culture et d'amener ces traditions. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges aussi. Et en Suisse, énormément. Et en Suisse, c'est sûr. Et puis on n'est pas loin, donc il y a un attrait pour l'Italie. Beaucoup plus fort qu'en tout cas pour la gastronomie française. Ouais, moi je viens de France, et c'est vrai que depuis que je suis en Suisse, je prends la mesure de l'engouement pour tout l'Italie en soi, les produits. C'est un pays qui attire, en tout cas ici, quoi. C'est la première, les Italiens en Suisse, c'est quand même la première communauté étrangère, en tout cas à l'heure actuelle. Donc on parle vraiment de phénomènes sociaux qui sont vraiment, vraiment très importants, quoi. Et pour en revenir un petit peu au mouvement slow food, est-ce qu'il y a un attachement de la part des Italiens et des Italiennes à ce label ? Comment est-ce qu'il est vécu en Italie par les consommateurs ? Alors, sûrement, le noyau dur de slow food est en Italie. Slow food, ce n'est pas une dictat être membre de Slow Food avec une carte, mais c'est une chose
participer à la carte, non? Mhm. Et en Italie, nous avons 20 000 membres de Slow Food avec la carte et sur une totalité internationale de 100 000. Ok. Alors oui, c'est important, mais il y a des autres pays avec une grande attache à cet mouvement. Aussi la Suisse, il compte Oui. 3 000 membres, que ce n'est pas un petit numéro Ouais. pour un mouvement qui compte 100 000 membres dans le monde entier. Ok. Et le fait d'être membre, ça apporte quoi? Alors, tu es membre... Enfin, en tant que consommateur, hein, je veux dire. Si, c'est la carte, c'est une chose que te donne accès à déterminer communication, possibilité de faire des formations, Ok. avoir des possibilités de faire des workshops avec des producteurs ou découvrir avec des expériences un peu plus avec une profondité le mouvement Slow Food. Mais pour moi, je ne pense pas que c'est fondamental d'avoir la carte pour participer au mouvement de Slow Food. Oui. L'important, c'est d'avoir la volonté de faire quelque chose avec cette mentalité. Oui, d'y trouver un intérêt, quoi. Oui. Exactement. Ouais. Et Oui, c'est sûr. Et pour Slow Food, c'est le moment de un peu se renouveler Mhm. pour attirer plus jeunes et plus personnes jeunes, parce que nous avons besoin beaucoup de jeunes pour porter avant cette philosophie. D'ambassadeurs, Et du coup, quoi, de nouveau. comment est-ce que cette philosophie, elle se concrétise sur les produits, par exemple, pour les consommateurs? Est-ce qu'il y a un label qu'on peut retrouver Oui, alors on peut, Slow Food fait de la culture la mission principale. Alors elle organise beaucoup à niveau local. Je pense aussi ici dans le canton Vaud, Slow Food Vaud elle organisera beaucoup de workshops pour apporter une connaissance gastronomique aux consommateurs finaux. Une deuxième chose, c'est l'alliance des chefs de Slow Food, que c'est une alliance internationale de chefs, de cuisiniers, qui s'engage à avoir dans les menus des produits avec une label Slow Food, des produits locaux et de se mettre en networking pour faire des choses ensemble. Et la troisième importante, je pense que sont tous les trois événements principaux de Slow Food, qui sont tous les trois en Italie. La première, c'est Terra Madre, le Salone del Gusto, qui est né en 2006. Et c'est un grand événement à Torino où ils viennent petits producteurs de toute la part du monde, pas seulement italiens, mais de tout le monde. Et c'est une grande fête ou exhibition où les personnes ils peuvent aller et connaître les producteurs, parler, faire des workshops. Et c'est vraiment une chose à participer. C'est à quelle date à peu près pour les auditeurs et les auditrices qui aimeraient s'y rendre? Parce que c'est chouette. Cette année, il est l'année de Terra Madre Salone del Gusto, è la troisième week-end de septembre. Okay. Il y a une année Terra Madre Salone del Gusto et l'année derrière, il y a Cheese, que c'est une manifestation seulement pour les fromages à Bra. Très, très conseillé aussi. Ouais. Super manifestation. On sait quoi mettre dans nos calendriers pour les années qui arrivent. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous portez une attention particulière au label Slow Food dans vos sélections? Alors c'est clair qu'on aime beaucoup Slow Food comme mouvement pour les valeurs que ça représente, qui sont aussi très proches des valeurs qu'on promeut aussi dans nos sélections, dans nos recherches de produits. Après, c'est pas toujours facile non plus à intégrer comme produit, parce que c'est souvent, comme on disait, des produits de niche et des produits vraiment très spécifiques. Et c'est clair que faire une offre avec un produit qui doit être accompagné par d'autres, c'est pas toujours très simple. Donc, évidemment qu'on a un œil attentif sur tout ce qui se fait du côté de Slow Food, mais après, on sélectionne aussi beaucoup d'autres produits qui ne sont pas labellisés ou qui ne font pas partie du mouvement. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Mais l'intention derrière, elle reste... L'intention derrière, oui, c'est clair, c'est un des labels qui, pour nous, a le plus de valeur, parce que c'est des valeurs qui nous ressemblent, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples de produits comme ça que vous...
On en a différents. On en a devant nous, on là. va bientôt en goûter. On va pouvoir en parler après, mais peut-être d'autres produits. Bah, disons dans les produits un peu plus... De toute façon, il y a de tout, en fait. Ouais, bah, disons dans les produits un peu plus spécifiques. Donc, à part des huiles d'olive, on a vendu des poissons récemment. C'était des anchois et des alaches qui venaient de Calabre. Donc là, pour le coup, c'est la méthode de production. C'est pas l'anchois en soi, c'est l'anchois en lui-même qui est protégé. Alors, ou non, on est plus sur la méthode de production et sur le type de pêche, sur le fait de suivre une pêche respectueuse des animaux, de l'environnement, et puis sur des méthodes de pêche traditionnelles, en fait. Ouais. Ok. Et puis après, on peut aller un peu dans toutes les catégories de produits. On a aussi, très récemment, je voyais sur les réseaux une de nos brasseries en Italie qui a reçu la Chiocciola, donc qui est une des récompenses de Slow Food pour justement les efforts de la brasserie dans le développement de la culture locale et le fait qu'ils sont justement ancrés sur le territoire local du côté d'Assise. Et donc voilà, comme on disait avant, le Slow Food va récompenser des savoir-faire, des groupes de personnes qui se battent pour défendre des savoir-faire locaux. Ouais. Et les critères ne sont pas toujours forcément les mêmes. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va dans plusieurs catégories de produits. Ouais. Trop bien. Bon, là, on parle de gastronomie italienne, donc évidemment, on va vous présenter des produits, italiens, mais il y a aussi un label Slow Food en Suisse, et il y a aussi des produits qui sont labellisés Slow Food. Ils sont même plus régionaux. Parce on les salue, et puis peut-être qu'on fera quelque chose avec eux aussi quand on parlera de gastronomie suisse. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés. Pour le moment, c'est peut-être l'heure de passer à la dégustation. Oui. Mathéo, je te laisse peut-être présenter les produits. Merci, oui. Pour cet après-midi, j'ai apporté un Parmigiano Reggiano. J'ai apporté deux produits très connus dans la gastronomie italienne comme catégorie. Le fromage, je pense, plus connu au monde, que c'est notre Parmigiano Reggiano. Mais ce Parmigiano, ce n'est pas un Parmigiano traditionnel parce que c'est un Parmigiano Presidio Slow Food. C'est un Presidio Slow Food pas pour la méthodologie de casification, parce que le Parmigiano a un disciplinaire de production qui est le même pour tous les Parmigiano, et c'est ça, un Parmigiano, nous pouvons voir que il est tu peux le mettre au milieu, là, devant la grande caméra. Timbre de le Parmigiano, mais la typicité de ce produit est qu'il est produit avec le lait d'une vache qu'il est qu'il est en vie d'extinction et qu'une communauté de personnes il a réintroduite dans leur élevage. La vache en question, c'est la vache blanche modenese, la vache traditionnelle avec laquelle dans le 1800 on a commencé à transformer le lait pour faire le Parmigiano. Après, avec l'industrialisation, cette vache a été mise un peu à part parce que les farmers ont préféré avoir des vaches qui font plus production comme les hollandaises, comme les frisone, comme ça. Et alors, on a perdu un peu les goûts authentiques de les fromages comme on les connaît notre antenne, non? Et ce fromage, c'est vraiment un peu différent d'un Parmigiano normal parce que quand vous le goûtez, on ne voit pas maintenant, mais j'espère de l'amener bientôt sur Coca. C'est vrai que c'est plus gras en fait. On l'a goûté. On l'a goûté tout à l'heure et je trouve qu'il est, il est plus gras, mais il y a un côté plus doux aussi. Enfin, je reconnais un peu aussi moi, quand je vais en montagne, quand tu vas en montagne, tu prends vraiment ces fromages avec des vaches qu'on mangeait dans les pâturages. Tu sens ce truc doux, lacté, et puis et en même temps la personnalité du. Et aussi la chose particulière qui change de saison en saison, parce que ce Parmigiano est une chose dans l'hiver. Parce que la vache mange seulement les fientes et il change complètement dans l'été parce qu'elle est libre à manger. C'est l'herbe fraîche. Et alors, il change vraiment beaucoup. Ouais. Et il n'existe pas beaucoup de numéros de cette Parmigiano, mais c'est une production qui commence à être plus importante
grâce à la labellisation Slow Food, sûrement. Ouais, mais je trouve l'histoire assez chouette en fait de faire d'abord faire pas renaître mais repousser un petit peu cette race de vache pour pouvoir reproduire le parmesan qu'on mangeait il y a combien d'années en arrière, tu disais? 100 100 ans. 150. C'est beau quoi, c'est des jolis projets. Ouais. Je vous ai Il est amené vraiment délicieux. un petit blanc sicilien si vous voulez goûter. Oui, merci. Ah, c'est vrai Faire un que petit accord avec ce parmesan. c'est souvent des produits qui sont produits en petite quantité parce que justement, là, on parlait justement de cette confrontation entre le produit de niche, le savoir ancestral et puis l'industrialisation. C'est vrai qu'il y a toujours un peu une barrière à mettre et c'est pas toujours facile. Souvent, c'est les petits producteurs qui ne veulent pas grandir. Oui. Donc, Oui. on reste sur des productions... Pour garder les méthodes traditionnelles, c'est dur. Exactement, et c'est ça qui est beau dans le mouvement Slow Food, c'est que cette manière de faire, ce choix entrepreneurial quelque part, de rester petit, il est valorisé par Slow Food. Ouais. Justement, c'est le stempel et ça qui nous attire, nous, comme sélectionneurs, en fait. Ouais, c'est sûr, c'est un gage de qualité en principe. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà goûté des produits Slow Food qui vous ont pas convaincu? De goût? Oui. Alors, pour l'histoire, je n'ai pas jamais trouvé un produit labellisé Presidio Slow Food qui n'a pas une histoire importante. Pour le goût, oui, si tu n'aimes pas quelque chose de nourriture, oui, parce que le goût est un peu subjectif. Oui, mais quand vous faites la sélection de vos produits, j'imagine que vous n'allez pas que sur ce qui vous plaît. Comme pour le vin. La chose la plus difficile, ce n'est pas une question de goût, mais plus de comment faire arriver les produits à le consommateur final avec la logistique, les transports, parce que la plus grande des producteurs sont vraiment petites. Et alors aussi leur qualité, leur ambiance, leur area de confectionnement sont artisanales. Et cette chose peut compliquer la logistique. Et pour ça, c'est peut-être un peu plus difficile de travailler avec ces producteurs. Aussi pour le numéro, parce que sont des produits un peu limités. Et alors, si tu veux faire une offre et donner la possibilité à beaucoup de gens, comme nous faisons en Coca, de manger un produit, pas toujours est possible de faire avec un produit Slow Food. La mission est peut-être remplie quand il n'y a pas qu'un seul producteur qui le refait, mais tous les producteurs de la région qui font revivre justement les spécificités du terroir et qui permettent d'avoir une plus grosse production, mais partagée entre plusieurs petits acteurs. En coopérative, tu dis? En coopérative ou entre plusieurs indépendants, mais par exemple là, avec le parmesan, où c'est une race de vache très typique, parce qu'elle est en voie de disparition. Si on la remet au bout du jour, après elle repeuple son environnement naturel. Oui. C'est clair. Non, mais je pense qu'il y a aussi, là, on parlait de l'aspect de la logistique. C'est clair que nous, dans notre team en Italie, on a des personnes comme Matteo qui sont des ultra experts de gastronomie. Et on a aussi des personnes qui s'occupent de la logistique parce que justement, pour amener des produits de niche qui ne sont pas des produits industriels, ça devient difficile certaines fois de faire des centaines de kilomètres et d'arriver en peu de temps chez le consommateur à la maison. Alors on voit notre pauvre parmesan, il a un petit peu chaud avec les lumières. Il n'en est pas moins bon. Et puis il est resté là. Enfin, je veux dire, là. Donc ça fait aussi partie dans notre travail de tous les jours d'arriver à compléter toute la chaîne pour non seulement faire de la recherche et de la sélection de produits, mais aussi arriver à amener sur la table du consommateur un produit qui est nickel. Il n'est pas toujours nickel, les loutres pour en témoigner, mais on arrive avec l'expérience à des bons niveaux de qualité quand même. Ouais, mais c'est sûr que c'est le genre de marchandises fragiles de base, donc en plus quand on est sur des petites productions. Je vous parle rapidement du vin. J'allais te demander le vin, je veux savoir, il va très bien avec le parmesan. Alors j'ai pris un vin à la carte du Stam, c'est un vin sicilien de la Hacienda Agricola Cos. Donc c'est un blanc avec eu 10 jours de macération, donc je dis que c'est un blanc, mais on est un peu sur un vin orange quand même.
Donc, je l'ai choisi en accord avec le parmesan parce qu'il y a quand même un petit peu de matière sur ce blanc. Ça soutient, je trouve, assez bien le fromage. Parfait. Et voilà. Et puis, on avait envie de faire un petit accord italien quand même. Et en plus, donc, on est sur un assemblage de 2 cépages endémiques de Sicile, le Greciano et le Insolia. Voilà. Donc, Ascendiakos qu'on propose, qu'on a ici au Stam à la carte et puis qu'on propose aussi chez Coca régulièrement. Et c'est un vin que j'aime bien. La légère macération, pas trop présente, mais quand même qui donne un peu de structure. Voilà. Avec Ouais, cet très agréable. produit Ça à vous va 22 mois, parfait, l'accord. Ouais, Parfait. Super. On, Eh bah, on peut tant rappeler, on peut rappeler aux gens de penser au vin blanc avec le fromage plus qu'au Oui, rouge. toujours. Ouais, c'est clair. Moi, il y a des rouges qui fonctionnent aussi. Oui, mais, aussi, mais de manière générale. Le blanc est mieux. Trop bien. Et puis, on a un deuxième produit, Oui. je crois, à déguster. Cet produit, c'est une huile qui fait partie des présidis slow food pour les arbres d'olive séculaires. Cet présidio protège pas seulement cette typologie de monocultivar qui s'appelle ortobratico, mais il protège toutes les huiles centenaires italiennes. Des oliviers Des oliviers centenaires. centenaires. Issus d'oliviers Oui, centenaires, ouais. exactement. Et j'ai amené ce produit parce que nous le vendons régulièrement sur Coca. Mhm. Et c'est un produit de Calabria, et produit par l'Olearia San Giorgio, qui sont un producteur très qualitatif et qui a anche cet arbre magnifique qu'ils produisent, cette monocultivar qui s'appelle Ortobratico. Alors, les monocultivars, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas, c'est des huiles d'olive à base d'une seule variété Oui, d'olive. exactement. Voilà, ok. Oui, Trop bien. parce que l'huile d'olive est extra vergine d'olive et il se peut produire ou avec un blend d'olive, Mhm. parce que les producteurs ne veulent pas avoir un goût trop spécifique, ou nous pouvons exalter une monocultivar pour donner l'importance à la biodiversité. Mhm. Et si je peux le goûter. Oui, il me semble il y a tout un art de dégustation de l'huile Oui. d'olive. Moi, je ne suis pas un dégusteur. Tu nous as fait une démonstration assez précise tout à l'heure quand même. Donc, je pense Alors, que... pour déguster l'huile, on doit prendre un peu d'huile. Nous pouvons. Et tu es autorisé à à grumer dans le micro. Attention. Hein. Et tu le mets dans la bouche et tu fais passer un peu d'air pour sentir tous les parfums, toutes les choses que seulement l'air un peu tiré dehors. Non? Cette huile, c'est vraiment fraîche et produit en octobre. Et on peut sentir vraiment la légèreté, un peu de senteur de noisette, et elle est parfaite, je pense, pour l'assaisonner de la viande à la grille. Je pense que ce produit c'est parfait pour les barbecues estivales. Trop bien, on va goûter On va la ça, goûter. écoute. Est-ce qu'on fait tout seul Non, alors chacun chacun est libre laisser de l'expert. grumer ou pas, mais on l'a fait une fois dans le micro, on va pas recommencer parce que les auditeurs et les auditrices n'aiment pas trop ça apparemment. Mais ouais, on l'avait pas goûté. Enfin, moi, je l'ai pas goûté tout à l'heure. C'est vrai que c'est très fin. C'est le côté l'amertume et le petit côté piquant arrivent vraiment Doucement, Ouais, ce n'est tout pas trop. doucement. Elle est délicieuse, ouais. C'est une très très belle huile d'olive, ouais. Magnifique. Donc issue d'olivier centenaire. Est-ce que en fait, qu'est-ce que ça apporte que les oliviers soient si vieux? Alors, c'est une chose qui apporte sûrement une valeur en plus. En Italie, c'est un olivier énorme, de nord au sud. Nous avons, je ne sais pas quand, cultivar, mais c'est, je pense, l'olivier plus grand du monde comme pays. Et heureusement, l'italienne mais aussi les anciennes romaines, ils ont commencé à utiliser l'huile d'olive depuis beaucoup de siècles. Mhm. Et alors en Italie, nous avons cet arbre magnifique et les producteurs, pour faire
une huile centenaire, il doit mettre un peu d'à part la quantité. Parce qu'un arbre avec beaucoup d'années, il ne produit pas comme un arbre de 20-30 ans. Ouais. Et alors, mais donc, ça va, les saveurs vont se concentrer plus aussi, ou est-ce que les fruits sont plus rares, moins nombreux? Oui. Comme sur des vieilles question vignes. De rendement, exactement. Ouais. On peut faire le parallèle avec les vignes. Ouais. Je fais toujours des parallèles avec non, les vignes, c'est terrible. Toujours que je ramène ce petit sujet sur la table alors qu'on n'est pas là pour ça. Le vin, c'est parfait pour faire cette typologie de comparaison. Okay. C'est la même chose. Ouais, ok. Donc des fruits plus concentrés. Ouais. L'unique chose qui est vraiment différente de l'huile, c'est que l'huile, nous devons le boire quand il est frais. Okay. Plus est frais et plus est bon. Ouais. Ok. Combien de temps tu conseilles de garder une bouteille d'huile d'olive? Quand tu ouvres une bouteille d'un litre d'huile, 20 jours, un mois. Okay. En Italie, on consomme beaucoup d'huile. Moi aussi, je suis dans cette moyenne-là. L'huile d'olive, elle n'a pas de santé. C'est vrai que moi aussi. Ouais. Non, après, parce qu'il cause un peu d'oxydation, il commence un peu à avoir des défects. Mais oui, il se peut utiliser, pas mal, hein, seulement pour le goût. Trop cool. Merci beaucoup pour cette présentation de tous ces jolis produits. Est-ce que je m'adresse à toi, Matteo, mais est-ce que tes études, elles t'ont permis aussi de toi être plus en contact avec des producteurs et donc est-ce que tu apportes cette expertise chez Coca, j'imagine, mais est-ce que tu as gardé contact un peu avec tous les producteurs que tu as pu rencontrer pendant tes études? Comment est-ce que ça ponctue ton travail en fait chez nous? Absolument oui. Pendant mes études, j'ai connu vraiment des producteurs avec des amis, aussi avec construire des amitiés. Et aussi les travaux que j'ai fait une fois que j'ai terminé mes études avant Coca mi ont permis de créer une base de contact dans la nourriture, surtout en Italie, vraiment importante. Et je pense que pour faire le travail que je fais ici à Coca, sans networking, sans connaître les personnes, c'est impossible. Parce que surtout dans le domaine alimentaire, c'est toujours une passe-parole, c'est toujours une chose de confiance. Tu dois construire avant la confiance et après le business. C'est vraiment comme ça. Et alors oui, la réponse c'est... Ça t'aide. Bon, évidemment, mais mais c'était intéressant qu'on revienne un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une université qui est aussi beaucoup sur le terrain. Elle n'est pas du tout uniquement théorique. Ouais. Elle travaille beaucoup le networking aussi, toujours dans cette idée de base de Slow Food, de travailler sur la promotion des produits, donc de les faire connaître. D'avoir des ambassadeurs. Vraiment, le côté networking de l'université est très fort et on aime beaucoup travailler avec eux. Grâce à Matteo, c'est trop bien. On peut y accéder. Aussi, la chose que tu peux aller avoir comme un produit est fait, c'est une chose vraiment expérientielle que quand tu es un étudiant, que tu es ouvert au monde, non? Quand tu entres dans une production de huile ou dans une fromagerie ou dans une autre production, tu es curieux encore de plus et tu veux apprendre beaucoup de choses et la possibilité d'aller avoir comme produit la nourriture, c'est une chose vraiment importante et impactante pour la carrière des personnes qui vont à étudier là-bas. Ouais, clairement. Un des préceptes du mouvement du coup Slow Food, c'est de réapprendre le goût avec une nourriture de qualité. Donc on a déjà parlé des festivals qu'ils organisent, des festivals. Voilà, je suis fatigué, c'est l'après-midi pour une fois. C'est la dernière de la saison. Excusez-le. Du coup les festivals, est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes en place, des forums, des classes, en plus de l'université, qu'on puisse avoir accès à ce partage de... Absolument oui, je pense que la meilleure méthode pour commencer à participer à les mouvements Slow Food, c'est d'aller chercher l'équipe la plus proche de chacun de nous. Par exemple, moi j'habite à Gênes et je suis membre de la Condotta de Genova et c'est la première chose qu'une personne peut faire parce que
peux commencer à participer, à faire des choses, des dégustations, à parler, à connaître des petits producteurs et participer, je pense que c'est la meilleure chose, mais aussi à informer. Un autre conseil que je peux donner, si quelqu'un a intérêt d'aller un peu plus en profondité dans le sujet, c'est d'acheter un livre, qui est le premier livre qu'a écrit Carline Petrini pour expliquer un peu le concept de slow food, que c'est un livre qui s'intitule en anglais Good, Clean and Fair, et bon, propre et juste en française, que c'est un peu une summarisation de la philosophie de qu'est-ce que veut dire une nourriture bonne pour le food. Il doit être bon au goût, propre pour l'écologie, pour l'environnement, et juste pour les salaires, pour les personnes dans l'éthique. Ces trois choses font un bon produit pour le food. D'ailleurs, c'est la devise non actuelle. Si. Ouais, c'est ça. Trop bien. Mais ça me fait penser un petit peu, parce que du coup, on n'a pas vraiment on n'a pas discuté encore, mais le slow food est pas c'est pas forcément des produits bio, hein, on est d'accord. Non. On n'est pas, il y a pas de, parce que il y a quand même toujours ce débat de le bio, ça coûte cher. Est-ce que finalement ces produits slow food, ces micro-productions, elles sont à la portée de tous les porte-monnaies, quoi? Pour moi, la réponse est oui, parce que je pense que l'unique investissement qu'un consommateur il doit faire pour chercher un produit de niche, ce n'est pas d'expensive de monnaie, mais la chose c'est le temps et la culture, l'information. Parce que si nous allons avoir les produits en grande distribution et nous allons voir les prix au kilo, nous scoprirons que le prix est vraiment haut. Mais est seulement masqué par les petites quantités, par cette chose. Alors, je ne pense pas que c'est un problème de monnaie, mais plus culturel. Et de temps. Peut-être il faut se déplacer aussi chez ces petits producteurs, aller prendre le temps d'aller les voir, et c'est généralement, effectivement, les prix ne sont pas si élevés que ça quand on va chez les producteurs. Ouais, mais il faut avoir des producteurs dans son environnement aussi. Il faut avoir des producteurs dans son environnement et la richesse d'avoir du temps. Et d'avoir du temps. Pas facile d'y aller aussi. Ouais. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, je pense que les gens sont toujours plus intéressés à comprendre ce qu'il y a derrière un produit. Et c'est tout au bénéfice de mouvements comme Slow Food. Ouais, nous aussi, on le voit et on essaie de le faire le plus possible en Italie parce qu'on a la chance de pouvoir, je ne dis pas les avoir à côté de la porte parce qu'on fait quand même beaucoup de kilomètres pour aller faire nos sélections. Mais je pense que c'est important aussi nous, on essaye de le faire avec des photos, avec des vidéos. On a essayé récemment aussi de proposer un tour énogastronomique pour les clients. On est parti du QG avec 50 personnes et on les a amenés, justement, alors ce n'était pas que des producteurs slow food, mais on les a amenés chez les producteurs pour leur montrer concrètement et les faire goûter aussi du nougat et du chocolat, entre autres, mais il y avait aussi d'autres choses. Mais je pense que ce rapport direct entre consommateur et producteur, il est fondamental. Et il permet aussi de comprendre un peu mieux ce qu'on a envie de consommer et de ne pas s'arrêter tout simplement à la comparaison du prix et de la quantité qui peut être en défaveur de produits de qualité comme ceux qu'on a ici. Et du coup, est-ce que vous avez constaté ces dernières années un engouement accru justement des consommateurs pour des plus petites productions, des petits producteurs, des produits plus locaux? Est-ce que on voit une évolution vers ça Oui, je pense, mais comme je disais juste avant, une évolution vers la transparence, oui, ça, c'est clair. Ouais. Après, de notre côté, quand on propose des produits, c'est pas toujours facile de transmettre cette qualité et cette passion au travers d'une offre, tout simplement, quoi. C'est pas très facile, mais on y arrive quand même et grâce aussi au contact qu'on peut avoir avec nous sur notre site, avec le forum, entre autres, on arrive aussi à faire naître des petites discussions, puis à apporter quelque chose en plus pour expliquer ce qu'il y a derrière le produit, quoi. Ouais. Et puis ça va sentir un peu ce que les gens attendent aussi, quoi. Parce que, exactement. C'est bien, le forum sert à jauger justement si les gens sont contents. Salue tous les Caucasiens et Caucasiennes actifs sur le forum. Et du coup, est-ce que pour vous c'est
c'est une tendance ou ça va être quelque chose qui va vraiment durer dans le temps et on va vers justement plus un retour vers cette forme de consommation et de production? Ou est-ce que c'est... Mathéo, Parce que qu'est-ce Mathéo qu'on avance en t'a ce appris moment. à Je laisse, Mini Bah, pour moi, je pense que c'est un mouvement qui existera pour plusieurs années et dans le futur. Il doit seulement un peu renouveler et attirer plus jeunes. Mhm. Parce que si nous voulons les membres actifs de Slow Food maintenant, la plus grande quantité de membres sont avec un âge de plus de 50 ans. Et trop peu de jeunes sous les 35 années. Et je pense que cette chose, il doit être un peu plus... le Slow Food il doit travailler pour attirer les personnes plus jeunes. Et aussi l'école, avec des projets comme ça. Et oui, il peut être aussi un peu une mode, cette chose de la nourriture. Mais je pense que la mode, c'est un peu terminé avec le Covid. Maintenant, nous sommes in une autre situation où les personnes ne sont plus préoccupées et engagées pour la propre santé et la santé de l'environnement. Et alors je pense qu'un mouvement comme Slow Food, il peut dire la propre de manière toujours plus forte dans les prochains futurs. En tout cas, on espère que c'est un mouvement pérenne. Nous, on est complètement d'accord avec la philosophie, en tout cas. Après avoir goûté en plus. Ouais, c'est bah ça. alors là, Après, tester, approuver, non, mais ouais, espérons que ce soit effectivement une tendance qui perdure. Mais je pense, non? Mais je Moi, pense, pense Pas de aussi. raison, pense, c'est complètement dans l'air du temps. C'est clair. Je pense que c'est plus dichotomique que ça entre les gens qui ont conscience de où il faut aller et ceux qui comprennent pas vraiment les enjeux. Mais il y a un c'est certain... il y a un travail d'éducation, je pense, encore pas mal. Ouais, mais il y a un engouement pour la gastronomie, en fait, en général, ces dernières années. Donc forcément, au bout d'un moment, tu arrives sur des choses un petit peu plus niches, quoi, j'imagine. Ouais, tout à fait. Non, puis il faut dire aussi que la communication est toujours plus facile. Là, on commence à pouvoir faire du direct aussi très facilement. Donc, pourquoi pas un jour, est-ce qu'on arrivera à proposer une dégustation de parmesan au Stam et puis être en direct avec le producteur pour voir comment est sa production, quoi. C'est clair. Donc, Le rendez-vous là qu'on est va. pris, alors. c'est là qu'on va. C'est là qu'on va, une dégustation de parmesan. Ouais, trop Virtuel. cool. Non, bah ouais. À moitié virtuel, à Moitié moitié virtuel. physique, ouais. Ouais, C'est clair. génial. Bon, bah merci beaucoup. Je crois qu'on arrive gentiment à la fin du temps qui nous était imparti aujourd'hui. C'était une chouette discussion. Merci à tous les deux, Merci à vous Mathéo, pour Marc, Merci à vous. d'avoir été avec nous. Merci à Jean aussi. Merci à Et toi, puis- Marion. Et puis merci à nos auditeurs, nos auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Comme je vous le disais en début d'épisode, c'était le dernier de la saison. On s'offre une petite pause estivale pour vous retrouver en pleine forme en septembre. Voilà, donc je voulais juste remercier le Stam de nous avoir accueillis pendant toute cette année, toute cette saison, et puis à tous nos invités qui ont accepté de venir échanger avec nous au comptoir. Merci aussi à notre équipe de production, vraiment au top, On les et voit pas, à ils sont Seb derrière. qui est caché derrière la caméra sur tous ces épisodes, mais qui a bien assuré toute la saison. Voilà, donc merci à tout le monde, et puis on vous donne rendez-vous en septembre. Et en attendant, santé et bon app. Santé. 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 Moi, j'ai terminé le vin. T'as bien raison.